Bienvenue à cette soirée d'horreur. Bonsoir les amis, bienvenue dans ce Mimi spécial Halloween, la saison 5, l'épisode 10. Je suis là pour vous accueillir en tant que maître de cérémonie. Et Tu t'es grillé avec du chocolat, Antoine? bien sûr, pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir plein de gens de bonne volonté, nos amis féeriques de Miasme TV. Bonsoir Natacha. Bonsoir, je ne sais pas qui, avec je ne sais pas quoi. Bonsoir Antoine. C'est du miel? Du sang Natacha, du sang. Oh, oh, ça me plaît, j'ai mis mon chaudron, moi. Eh oui. Car je suis ce soir le vicomte rouge de Dracule Antoine. Dracule Antoine. Il fallait la faire, celle-là. Dracule Antoine. Excusez-nous, les amis miens. On a un bug. Avec Dracule Antoine. Ça passe pas. Ouh, ça va être dur. Ça va être dur ce soir. Ouf. Et puis, faut pas que je rigole parce que j'ai du ketchup qui tombe dans les yeux, c'est terrible. Ça tire la peau quand ça sèche. C'est ça. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir le commensurable Jérôme Lagoule. Jérôme Lagoule. Moi, j'ai pas de surnom. Comme tu veux, Antoine. Allez, ce soir, c'est Jérôme, Rome comme la mort. Regarde bien la caméra, Jérôme comme la mort, qu'on puisse voir ton Rome comme la beau mort. visage. Et puis, comme vous le savez, on a bientôt 7 ans d'émission, et sur ces 7 années d'émission, nous en avons vu des animateurs, chroniqueurs, conférenciers. Vous avez d'ailleurs un gros bisou de la part de Florinette, qui pourra malheureusement pas être avec nous ce soir, ni de Lilios, qui sort d'une opération et qu'on verra que dans 2 semaines, mais là, elle m'a dit non, j'ai trop d'agrafes. Je lui ai dit que c'était super pour Halloween, mais non. Donc, ce soir, peut-être que vous le reconnaissez. Il a déjà d'ailleurs participé à un ancien Mimi Halloween. Il s'agit de Philippe Plantalarose. Salut Philou. Salut, ça gazouille? Ouais, ça s'est pas arrangé au niveau des chicots, hein. Ah non, non, j'en ai perdu une. Non. C'est quoi ton problème? C'est de la lèpre? Non, c'est du sang qui commence à sécher. Goût de tomate. Et puis, eh bien, Amel, qu'on a retrouvé la semaine dernière. Mais très beau chapeau aussi, Amel. Merci, merci, merci. Je fais honneur à l'équipe. Ah oui, là, mesdames, vous êtes magnifiques, hein, en petite sorcière, vraiment magnifique. Y a qui assis à côté de toi, parce que t'as laissé la place pour l'être invisible? Ah non, c'est toi qui prends ton Bah non, aisance. c'est un joli trône de dragon, là, tu vois. Oui, T'as vu? Je m'assois. bien, Je trône du siège. tu trônes. Voilà. Donc ce soir, les amis, comme vous l'avez compris, c'est un spécial Halloween, et on va vous raconter pendant un petit quart d'heure chacun, pas plus, une histoire réelle, ou une histoire qui fait peur, ou une histoire imaginaire.
Et on a aussi enregistré, j'ai enregistré avec Pascal Cazotte qui nous racontera une histoire de loup-garou dans pas très longtemps. Et j'ai sorti des archives pour faire plaisir à l'ancienne équipe, hein. Sylvano Trotta sur le précédent spécial Halloween qu'on avait fait, le précédent, qui a quand même bien 5 ans maintenant. Ah, Ouais. facile, Voilà. facile. Hein. J'ai retrouvé l'archive, vous allez vous régaler. Ah là là, ça va être génial. Voilà, et puis moi je finirai, comme on va trop parler, je vais finir par un tout petit clip que j'ai fait. Je suis pas encore sûr d'ailleurs de l'assumer ce clip, je suis même pas sûr que je le mettrai, mais on verra. On en reparlera pour les plus courageux qui seront restés jusqu'au bout de cette émission. Et on va commencer par Natacha, parce qu'il va y avoir en plus des chaises un peu musicales ce soir, parce que Natacha est d'anniversaire. C'est chouette comme anniversaire, c'est bien. Et oui, et j'ai préparé, alors c'était un petit peu pour vous, hein, mais comme on m'a dit, mais non, on ne peut pas venir manger, j'ai préparé des petits gâteaux d'Halloween dans ma super marmite. Oh bah oui. Donc on commence par moi. Eh Alors, je oui. suis désolée, mais on a les petites citrouilles, on a les petits squelettes, on a tout, mais voilà, vous me direz si c'était bon? Mhm. Tu nous enverras ça par Vampire Express. Par Vampire Express. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée quand j'étais bébé. Donc, quand j'étais bébé, mes parents se promenaient avec des amis et ils sont rentrés dans une église parce que mes parents aiment beaucoup rentrer dans les églises, même s'ils ne sont pas de religion catholique, ils n'ont pas de religion. Donc, ils vont visiter l'église. Et moi, j'étais dans les bras de mon père, tranquillement installée, donc petite, mais je parlais déjà. Et pourquoi c'est important? Parce que à un moment donné, alors que la visite se passait plutôt bien, je me suis retournée et mise à hurler, mais hurler vraiment complètement paniquée. Mes parents ne comprenaient pas et je leur ai dit, ils veulent me prendre, ils veulent me prendre, ils veulent me prendre. Et il n'y avait personne. Il n'y avait absolument personne. Donc mes parents n'étaient pas du tout au courant de ce qui pouvait se passer et moi je hurlais et je ne pouvais pas être calmée, c'était impossible. Donc mon père, comprenant qu'il y avait quelque chose de très très étrange, est sorti de l'église. Et donc là, je me suis calmée instantanément. Et puis, ils sont par la suite, pardon, retournés dans cette église-là. Alors après, est-ce que c'est lié à ça ou pas? En tout cas, il y avait un ossuaire juste à l'endroit où j'avais hurlé. On ne sait pas. Donc c'est ma petite histoire qui est très personnelle. Je ne sais toujours pas ce qui s'était passé. Après, j'ai fait quelques petites recherches. Je me dis, c'est peut-être un endroit où il s'est passé un massacre, ou c'est un endroit où il y avait des êtres qui étaient là, invisibles, et que moi, je captais quand j'étais bébé. En tout cas, c'est une histoire pour moi d'Halloween parce que s'il s'agit d'un passage entre deux mondes et que, enfant, j'avais pu percevoir. Et c'était tout. Tu as failli passer de l'autre côté, tel Constantine, par les portes de l'ossuaire. C'est possible. Eh bien oui. Et on n'aurait pas eu le plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Tu as bien fait de... Le Et c'était plaisir. c'était quelle église, Natacha? Je crois que c'était à Saint-Paul-de-Léon, il me semble. Parce que figure-toi que par la suite, donc j'ai demandé à mes parents certains éléments et je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un problème qui s'était passé dans la Seconde Guerre mondiale à cet endroit-là. Il me semble que c'est le cas. Il va falloir vérifier mes infos parce que c'est quelque chose que je me souviens pas forcément de toujours des noms. Mais je pense qu'il y a eu un massacre, hein, il me semble, à cet endroit-là, non? Eh bien, ça À vérifier. sera l'objet effectivement de ta prochaine enquête, Natacha. Ça sera à vérifier. Oui, je Hmm. vais vérifier. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je redemanderai à mes parents parce que moi, étant bébé, Mais après, je suis pas surpris que tu ne t'en souviennes pas. J'ai l'impression que tu as une araignée au plafond, Natacha. Alors, vous savez qu'en vrai, j'ai des araignées dans ma maison et je les laisse l'hiver parce que comme ça, elles bouffent les moucherons. Et puis en plus, les araignées, ces petites araignées-là, toutes fines, elles n'aiment pas trop être dehors, donc moi, je les laisse dans ma maison. Alors, j'ai mon balai, l'autre était en panne, hein, je l'ai ramené celui-là. Donc, c'est le balai de remplacement pour Hmm. l'émission, bien sûr. Et est-ce que
tout le monde attendait ce soir. Hein. Moi, j'ai reçu des milliers de lettres. Tes chaussettes d'Halloween, Natacha. Ah, mais oui, des milliers de lettres. Les chaussettes d'Halloween. Non, mais j'ai tout prévu, moi. Tout prévu. Y compris la façon de le montrer, sans me casser la figure, parce qu'on a fait quelques essais, voire bêtisiers précédents. Jusqu'au bout. Bon, j'ai fait des essais. Et là, les chaussettes d'Halloween avec un fil. Fil d'araignée, bien entendu. Deuxième chaussette, qui est la même. Nous avons des petits fantômes. C'est pas beau, ça? Alors, moi, j'ai prévu plein de trucs. Hein. J'ai prévu voilà, un petit fantôme qui sort de la citrouille, les ballons décorés, enfin, tout ça pour vous, quoi. Vous n'avez pas de la chance, franchement. Oh là là, moi j'ai juste mis deux, trois chauves-souris qui se battent en duel derrière moi. J'ai j'ai honte. Tu peux, tu peux. La sauce tomate, t'as pas pensé à la déco. En plus, voilà, moi, Les effets spéciaux, je les ai mis sur moi. Voilà, excusez-moi du peu. Hein. pas puni, je ne sais pas comment, mais ce sera fait. Ça me rappelle un Mimi, on avait parlé d'Albator et Antoine, il avait un déguisement ridicule. Je veux le voir. Ah ouais, Antoine en Albator, on veut Tu voir. nous mettras en roche, celui-là, Antoine. Ah ouais. On verra. On verra. Un Si ça spécial, méritera les une pires place déguisements d'Antoine. Un Ah spécial. ouais. Bon, Ah ouais. vous verrez à la fin de cette émission, je pense que là, j'aurai atteint le nec plus ultra du ridicule, vous inquiétez pas. Vous l'aurez. Il aura le visage tout figé par la tomate. C'est bien, tu peux manger en même temps. Exactement. Bon, Jérôme. T'es en train de manger ton déguisement à moitié dégueu, ton truc. Garde-en pour la fin quand même, Antoine. Hein. Alors toi, Jérôme, tu voulais nous raconter une histoire d'Halloween aussi. C'était sur quel sujet? Eh bien, moi, je voulais vous demander à toutes et à tous, quel était votre film d'horreur préféré des années 80? Allez, à toi, Natacha. Quel est le regarde film pas d'horreur qui t'a le de plus film. marqué dans les années 80? Je suis une grande flippée, moi. Je regarde aucun film d'horreur. J'en ai suffisamment dans ma vie parce que ce que j'ai pas raconté, c'est les horreurs que j'ai vues. Quoi. Les attentats et tout. Non, je sais pas. Philippe, J'hésite entre deux, entre Massacre à la tronçonneuse et Freddy Krueger, les griffes de la nuit. pas mal, pas mal. Ouais. Amel? Ben, écoute, ça dépend, parce que années 80, comme je suis née en 80 tout court, tu vois, Ah oui, t'étais encore petite. ça va être compliqué, hein, tu vois. Oui. Donc, je sais pas, mais les films d'horreur, c'était Ton le premier clown là, film qui d'horreur, foutait la Amel. trouille. Tu vois, celui qui me foutait la trouille, c'est le clown là qui kidnappait les gosses. C'était ça. Et ça. Ouais, ça. Ça me foutait la trouille, tu vois. Mais bon, je sais pas si c'est années 80. Et toi, Antoine? De 2000. Amityville. Amityville, ouais, t'as raison. Moi, Ah, ouais. c'est celui qui m'a fait le plus flipper quand j'étais petit. Ah Mais, oui. mes grands frères ont eu la bonne idée, pendant que mes parents étaient partis en week-end, de louer le film dans un vidéoclub. Et j'ai regardé ça, j'avais 10-11 ans. J'ai pas dormi pendant une semaine. Mais c'était pas de ce film-là que je voulais vous parler. Moi, c'était du film Poltergeist. Vous l'avez vu? Ouais. Est-ce que vous l'avez vu? Alors, Sûrement, mais- Natacha, tu l'as pas vu? Moi non. Tout ce qui est film d'horreur, c'est comme Natacha. Moi, je me planque. Hein. Non plus. Oui. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu? Bon. Ouais. Tu te rappelles la maison Mhm. où ça se passait? Bon, bah, figure-toi que cette maison est en vente aujourd'hui aux États-Unis. Donc, si vous voulez vous acheter une maison hantée, entre guillemets, hein, bah, c'est le bon moment. Donc, voilà, c'était ce film Poltergeist qui est sorti en 82, réalisé par Tobe Hooper et écrit par Steven Spielberg, qui raconte l'histoire terrifiante d'une famille assiégée par une créature maléfique et qui enlève la petite fille Caroline à travers la télévision, hein, ce qui nous rappelle cette série plus moderne Stranger Things. Et donc, bah, si vous le souhaitez aujourd'hui, vous pouvez désormais vous offrir la maison qui a servi de décor à ce film emblématique. Elle est située à Simi Valley en Californie et elle est disponible pour la modique somme de 1 174 999 $. En euros, J'ai ça le nous sens que fait tu connais. voilà, 1 64 666 euros. J'aime bien le 666 € à la fin. Donc,
À l'époque du tournage, elle fut choisie pour le film parce qu'elle ressemblait à n'importe quelle maison de banlieue normale, comme le soulignait en 2015 le chef opérateur de la production, Jim Spencer. Et il disait que Steven Spielberg aimait ce type de maison. D'ailleurs, il a utilisé beaucoup ce type de maison, notamment pour E.T., vous savez, les maisons de banlieue américaine. Voilà. Donc ce film est devenu un classique du film d'horreur. Le film Poltergeist sera marqué par le décès de la jeune Heather O'Rourke, qui tenait le rôle principal, la petite Caroline, justement. Et il reste à ce jour ancré dans les esprits de tous ceux qui ont grandi en le regardant dans les années 80. Donc visiblement, Steven Spielberg a toujours aimé tourner ou produire dans ce genre de quartier où vit la middle class américaine, comme le rappelle le producteur Gene Spencer. Et toutefois, si le film a fait trembler les spectateurs du monde entier, la société immobilière qui est en charge de la vente de la maison, comme je vous l'ai expliqué, rappelle aux acheteurs potentiels qu'ils ne doivent cependant pas être trop alarmés par la réputation paranormale de la maison, car elle est totalement exempte de tout fantôme résident. Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la malédiction de ce film, la malédiction du film Poltergeist. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, hein, comme toi, Natacha ou Amel, hein, le film, comme tout film d'horreur, commence bien, hein. On retrouve la famille Freeling, composée de Steve et Diane, les parents, et de leurs trois enfants, Dana, Robbie et Caroline, la toute petite. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, mais voilà, depuis quelques jours, la famille est sujette à d'étranges phénomènes paranormaux qu'elle n'explique pas. Chez eux, les objets bougent seuls et des verres ainsi que des assiettes se brisent. Mais ce n'est pas le pire, car la petite cadette, Caroline, ne tardera pas à se faire enlever par le poste de télévision. Donc tout d'abord, la toute première raison qui pousse les rumeurs à parler d'une malédiction, comme je vous l'expliquais, ce sont les décès qui ont suivi après la sortie du film. Parce qu'en effet, plusieurs acteurs sont malheureusement décédés après le tournage, comme Heather O'Rourke, l'interprète de la petite Caroline, avalée par sa télévision, parce que la pauvre petite était porteuse de la maladie de Crohn et qu'il l'a emportée à l'âge de 12 ans, juste après avoir tourné ce film. Et il y a aussi une des actrices, Dominique Dunn, qui a été assassinée alors qu'elle n'avait que 22 ans. Cette dernière a été tuée par son ex-petit ami de l'époque, John Thomas Sweeney, qui refusait que la jeune actrice et lui puissent se séparer. Et ce dernier décide alors de l'étrangler. La pauvre Dominique finit dans le coma à l'hôpital avant que la mort ne l'emporte 5 jours plus tard. Et la légende raconte que son petit ami avait mis la chanson du film Poltergeist à fond pour camoufler les cris de Dominique alors qu'il l'étranglait. Et s'en suivit d'autres décès des acteurs de ce film, hein. Il y a eu Julian Beck, qui joue le rôle du révérend Kane, qui est mort à 60 ans, très peu de temps après le film aussi, des suites d'un cancer. Et Will Thompson, qui joue le rôle d'un chaman indien aussi dans le film, qui est mort à l'âge de 53 ans d'une insuffisance rénale, aussi juste après le film. Donc voilà, de plus, l'acteur qui interprète Robbie Freeling, le grand frère de Caroline, a manqué de finir étouffé pendant une scène du film où un clown tente de s'en prendre à lui. Et heureusement, Steven Spielberg, qui était à côté de lui pendant la prise de vue, a réussi à le sauver in extremis parce qu'en effet, il suffoquait, il allait mourir pendant le tournage, quoi. Donc en fait, il y a eu, après des meurtres comme celle que je vous expliquais, hein, donc la direction du plateau, pendant le tournage, il est expliqué qu'elle a voulu faire venir un exorciste sur la maison pour pouvoir poursuivre le tournage du film, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses paranormales. Enfin, tout l'équipe du tournage flippait un petit peu dans cette maison pendant le tournage du film. Donc voilà. Si vous voulez vous acheter une maison hantée, moi je vous dis, voilà, pour la bagatelle d'un petit peu plus d'1 million de dollars, vous pouvez vous offrir la maison qui a servi pour le tournage de ce film Poltergeist, qui en a marqué plus d'un dans les années 80, dont moi je l'ai vu à l'époque quand il est sorti peu de temps sur les grands écrans, et voilà. Non. Non, Non, merci. tu veux pas, Antoine? Toi qui parlais de déménager par mois, non, tu veux? Non. Non. Non, non, ça ira. Ça ira, pas de maison hantée. Écoute, on est très bien dans des Et maisons qui sont pas hantées. je t'ai envoyé quelques petites photos, Antoine. Il faut savoir qu'il y a une scène pendant le film où, à un moment donné, tu vois des squelettes. Et en fait, à l'époque, dans les années 80, ils avaient, pour le film, très peu de moyens. Et donc, ils auraient utilisé des vrais squelettes, des vrais cadavres, en fait, pour filmer cette scène.
Et il y a beaucoup de personnes qui ont participé à l'élaboration de ce film, qui, après tout ce qui s'était passé, les décès des acteurs, etc., auraient supposé que c'était le fait d'avoir employé de vrais squelettes et de vrais cadavres pour filmer ces scènes qui auraient porté malédiction au film. Voilà. Bien glauque, hein. Dans les années 80, on n'avait pas encore l'informatique, on pouvait pas encore faire des super effets spéciaux. Et donc, voilà. Ils n'utilisaient pas Ok. du ketchup, ils utilisaient des vrais cadavres, Antoine. C'est sordide. Ce n'est pas du ketchup, les amis. Ah bah, c'est Halloween, hein. Ouais, bon, d'accord, hein. C'est un On peut masque à la tomate. un La réponse masque à la tomate. régénérant. Tiens, en parlant de photos, alors avant que je ne sais pas si vous allez y aller rapidement ou pas, parce que je sais que Natacha doit rejoindre son anniversaire. Et puis toi, Jérôme, tu te lèves à 5 heures demain matin. Je voulais vous montrer une photo que m'a envoyée Philippe. Donc c'est... Philippe, je vais te laisser la commenter, hein. C'est une photo qu'on avait déjà montrée il y a quelques années sur Miasme TV. Ce sont tes enfants. Ouais, il en manque une, hein, parce que j'en ai fait une autre après. Oui. Donc, c'était pendant la période d'Halloween, c'était quand ça? Il y a une. C'était en 2009, donc il y a 15 ans. Mhm. Quand j'étais avec la maman de ma quatrième fille, elle m'a initié, enfin je connaissais rien à l'époque, à faire passeur d'âme. Et donc on a fait le truc, le schmilblick, un cercle, machin, etc. Et après avoir fait ça, en fait, on a fait des séries photos, etc. Parce que ma fille, enfin pas celle qui a le truc qui sort, mais une des deux autres, m'a dit, mais papa, je ressens des choses, il faudrait que tu prennes une photo là. Donc bah, du coup, bah, j'ai pris la photo. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit qu'il y a quelque chose qui sortait carrément de son corps, une sorte, Bah, il y a deux orbes, hein, on les voit on peut bien, hein. dire une entité ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, on voit bien quelque chose qui sort carrément de sa poitrine, de son cœur, quoi, parce que c'est côté cœur. Et ça nous a beaucoup intrigués. Et c'est vrai que la nuit même, on a eu beaucoup de mal à dormir à cause de cette photo, quoi. Vous en pensez quoi, nos deux spécialistes, Amel, Qu'est-ce que Natacha? Vous en pensez quoi de ça, de cette orbe-là, cette double orbe qui sortirait du cœur de la fille de Alors, Philippe? moi, je m'interroge toujours sur ce type de photo parce que j'ai une histoire un peu équivalente à la tienne, Philippe. D'accord. C'était mon ex-mari qui voyait en fait des choses. Moi, je ne les voyais pas. Moi, je ressens des choses, mais je ne les vois pas. Donc, lui, il voyait et il avait mis une caméra et ne riait pas. Une caméra dans la chambre à coucher. Et c'était pas pour nous filmer, hein. C'était pour filmer ce qu'il pensait voir. Donc, pour lui, c'était des démons. Et effectivement, on voyait des boules comme ça qui passaient, donc qu'on appelle des orbes. Et là, il me disait, mais ils vont tous sur toi. Donc, c'était sur moi. Et donc, moi, je disais, je m'en fous, de toute façon, m'emmerdez pas, je dors. Laissez-moi tranquille. Mais je m'interrogeais savoir si c'était des poussières ou... Alors depuis, j'ai regardé, on parle effectivement d'orbes, mais est-ce que ce sont des poussières? Est-ce que ce sont des manifestations concrètes d'un monde invisible? C'est toujours la question que je me pose, moi. Là aussi, on peut se poser la question, là aussi. Mm. C'est vrai que ça laisse à penser. Après, on peut laisser. Ben, c'est ça, je m'interroge toujours. Et est-ce que tu as fait analyser cette photo? Est-ce que parce que je sais qu'il y a des spécialistes aussi des orbes qui Ouais. te disent. Alors non, je ne l'ai pas fait analyser du tout. Je l'avais envoyé à Antoine bah, il y a un petit moment de ça, puisqu'ils l'ont mis dans un spécial mini. Euh, et ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'elle est verte. Hmm. En principe, les orbes, elles sont souvent blanches, machin. Mais là, c'est un vert un peu, comme on dirait, un vomi qui sort. Oui, puis souvent les orbes, c'est un cercle, hein, c'est une boule. Là, ça fait un espèce de verre qui sort. Ouais. Donc là, Philippe, c'était juste pour présenter la photo.
On reviendra sur tes deux autres anecdotes juste après la présentation, l'histoire d'un loup-garou et d'un vampire qui aurait réellement existé il y a 1 et 2 siècles de cela, raconté par Pascal Cazotte. Je pense que vous allez vous régaler. Et si vous ne croyez pas encore dans ces monstres imaginaires, ils ne sont peut-être pas si imaginaires que ça. Allez, Pascal. Ouh. Bonjour Pascal. Oui, Me demande pas si je vois quelque chose, je ne vois rien. mais tu vois rien là, c'est pas possible. Je ne vois que d'un œil. J'enlève les lunettes. Ah, je ne peux plus les enlever. Comment ça va bien? Eh bien, ça va, Antoine, mais apparemment, toi, t'es en petite forme. Oh, je suis fantomatique, comme dirait l'autre. Ah. Non, mais t'es sûr, tu veux faire l'émission comme ça? Mais bien sûr, vu que c'est toi qui m'as parlé. Et regarde, j'ai le sourire, j'ai la Ah oui, banane. oui. Bon, tu vois, moi, je me suis contenté de mettre le t-shirt Bigfoot sur fond de clair de lune, voilà. Ah, Voilà, pour l'occasion, mais alors, bon. mon cher Pascal, quelle aventure fantomatesque vas-tu nous raconter en ce soir d'Halloween? Eh bien, écoute, je vais te parler, en fait, de vampires et de loups-garous. Ouh. Mais ce sont des histoires qui font peur, bien sûr. Mais bien sûr, mais ce sont mes Hein. amis, tu sais, je les côtoie tous les soirs, de Ah pleine oui, lune. Eh oui. ah, ben tu m'en diras tant. Et t'as une préférence pour les vampires, les loups-garous? Les vampires, peut-être. Ah, ben moi, c'est plutôt les loups-garous, tu vois, c'est marrant, hein. Ça, c'est mon côté canin. Oh. Ouais, mais les loups-garous, ils se prennent leur croc dans ma toile à chaque fois et je dois faire des raccords, c'est pénible. Ah, ben les vampires aussi, ils ont des crocs. Non, regarde, ils sont derrière les vampires. Je les ai accrochés au mur. D'accord. Là, ils sont bien sages. Bon, Je t'écoute. Nous t'écoutons alors, tous. eh bien, écoute, on va commencer par la lecture d'une lettre. Alors, c'est une lettre qui se trouve dans un ouvrage qui est intitulé Traité sur les apparitions des esprits sur les vampires ou les revenants de Hongrie, de Moravie, etc. Alors, cet ouvrage donc, du XVIIIe siècle, il a été écrit par le révérend père Don Augustin Calmet. Alors, Don Augustin Calmet, figure-toi que c'était un moine bénédictin, mais un grand érudit, un véritable savant, qui s'était intéressé à la problématique. Et il avait réuni donc tout un tas de témoignages, et notamment une lettre qui lui était parvenue et dont je vais te faire la lecture. Allez, je commence. Pour satisfaire aux demandes de Monsieur l'abbé Don Calmé concernant les vampires, le sous-signé a l'honneur de l'assurer qu'il n'est rien de plus vrai et de si certain que ce qu'il en aura sans doute lu dans les actes publics et imprimés qui ont été insérés dans les gazettes par toute l'Europe, mais à tous ces actes publics qui ont paru, Monsieur l'abbé doit s'attacher pour un fait véridique et notoire à celui de la députation de Belgrade ordonnée par feu Sa Majesté impériale Charles VI de glorieuse mémoire et exécuté par feu son Altesse Sérénissime, le duc Charles-Alexandre de Wurtemberg, pour leur vice-roi ou gouverneur du royaume de Serbie, mais je ne puis pour le présent citer l'année, ni le mois, ni le jour, faute de mes papiers, que je n'ai point présentement près de moi. Ce prince fit partir une députation de Belgrade, moitié d'officiers militaires et moitié du civil, avec l'auditeur général du royaume, pour se transporter dans un village où un fameux vampire décédé depuis plusieurs années faisait un ravage excessif parmi les siens. Car notez que ce n'est que dans leur famille et parmi leurs propres parentés que ces suceurs de sang se plaisent à détruire notre espèce. Cette députation fut composée de gens et de sujets reconnus par leurs mœurs et même par leur savoir, irréprochables et même savants parmi les deux ordres. Ils furent assermentés et accompagnés d'un lieutenant des grenadiers du régiment du prince Alexandre de Wurtemberg et de 24 grenadiers du dit régiment.
De ce qu'il y a eu d'honnêtes gens, le duc lui-même, qui se trouvèrent à Belgrade, se joignirent à cette députation pour être spectateurs oculaires de la preuve véridique qu'on allait faire. Arrivé sur les lieux, l'on trouva que dans l'espace de 15 jours, le vampire oncle de 5, tant neveu que nièce, en avait déjà expédié 3 et un de ses propres frères. Il en était au cinquième, belle jeune fille, sa nièce. Il avait déjà sucé 2 fois lorsque l'on mit fin à cette triste tragédie par les opérations suivantes. On se rendit avec les commissaires députés pas loin de Belgrade, dans un village, et cela en public, à l'entrée de la nuit à la sépulture. Ce monsieur n'a pu me dire les circonstances du temps auquel les précédents morts avaient été sucés, ni les particularités à ce sujet. La personne, après avoir été sucée, se trouva dans un état pitoyable de langueur, de faiblesse, de lassitude, tant le tourment est violent. Il y avait environ 3 ans qu'il était enterré. L'on vit sur son tombeau une lueur semblable à celle d'une lampe, mais moins vive. On fit l'ouverture du tombeau, et l'on y trouva un homme aussi entier et paraissant aussi sain qu'aucun de nous assistants. Les cheveux et les poils de son corps, les ongles, les dents et les yeux, ceux-ci demi-fermés, aussi fermement attachés après lui qu'ils le sont actuellement après nous qui avons vie et qui existons et son cœur palpitant. Ensuite, l'on procéda à le tirer hors de son tombeau, le corps n'étant pas à la vérité flexible, mais n'y manquant nulle partie, ni de chair, ni d'os. Ensuite, on lui perça le cœur avec une espèce de lance de fer rond et pointu. Il en sortit une matière blanchâtre et fluide avec du sang, mais le sang dominant sur la matière, le tout n'ayant aucune mauvaise odeur. Ensuite, de quoi on lui trancha la tête avec une hache semblable à celle dont l'on se sert en Angleterre pour les exécutions. Il en sortit aussi une matière et du sang semblable à celle que je viens de dépeindre, mais plus abondamment à proportion de ce qui sortit du cœur. Au surplus, on le rejeta dans sa fosse avec force chaux vive pour le consommer plus promptement. Et dès lors, la nièce qui avait été sucée 2 fois se porta mieux. À l'endroit où ces personnes sont sucées, il se forme une tache très bleuâtre. L'endroit du sucement n'est pas déterminé. Tantôt c'est en un endroit, tantôt c'est en un autre et un fait notoire attesté par les actes les plus authentiques et passé à la vue de plus de 1300 personnes, toutes dignes de foi. Mais je me réserve pour satisfaire plus en plein la curiosité du savant abbé Don Calmé, de lui détailler plus en plein ce que j'ai vu à ce sujet de mes propres yeux, et le remettrai à monsieur le chevalier de Saint-Urbain pour le lui envoyer, trop charmé en cela, comme en toute autre chose, de trouver des occasions à lui prouver que personne n'est avec une si parfaite vénération et respect que son très humble et très obéissant serviteur, L. de Béloz, si devant capitaine dans le régiment de feu son Altesse Sérénissime le prince Alexandre de Wurtemberg est son aide de camp et actuellement premier capitaine des grenadiers dans le régiment de Monsieur le baron de la Trenque. Voilà, la lettre que je viens de lire donc a été rédigée par un capitaine donc de grenadiers. Voilà. Rappelle-moi dans quel pays? Alors, c'est en Serbie en fait, D'accord. hein, puisqu'on parle de Belgrade, donc voilà. C'était une histoire de vampires en Serbie et donc au XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'au XVIIIe, on a énormément d'histoires de vampires Mhm. à cette époque-là. Moi, ce qui est impressionnant, c'est que c'est force de détail Oui. et le liquide qui s'échappe, ce fameux liquide blanchâtre, euh, qui, qui est surprenant. Ça pourrait être effectivement une créature venue d'ailleurs, hein. Ah, de toute façon, là, on a quand même un témoignage qui me semble assez crédible, hein. Je pense pas qu'en plus, l'abbé Doncalmé se soit amusé à mettre dans son livre un faux, hein. C'était quand même quelqu'un de sérieux. N'oublions pas que c'était un moine bénédictin quand même, hein, Doncalmé, hein. Mhm. Voilà. Alors maintenant, je vais te raconter une petite histoire de loup-garou. Et puis là, donc, je vais pas te dire de lettres. Alors là, on va changer de siècle. On va Ah. arriver au 19e siècle et même vers la fin du 19e. Ça s'est passé dans les années 1880. Mhm. Alors nous avons un professeur britannique qui a, à cette époque, l'habitude d'aller passer quelques vacances dans une maison qu'il possède au Pays de Galles. Or, près de cette maison, enfin à quelques distances,
mais pas trop éloigné. Il se trouve un lac auprès duquel il aime méditer, il aime aller se promener, voilà. Et puis un jour, figure-toi qu'il va trouver sur le bord de ce lac un énorme crâne qui considère être le crâne d'un énorme chien, voilà. Et il récupère donc ce crâne, il le ramène chez lui, hein, donc dans sa résidence secondaire. Il le dépose peut-être sur, je ne sais pas, le dessus de cheminée. Enfin, il le laisse toujours est-il dans sa maison. Oui, Et c'est après, très art déco, hein, c'est oui, normal. voilà, tout à Oui. fait, voilà. Mm. Et après, il va rendre visite à un ami qu'il a dans la région, voilà. Et il laisse sa femme toute seule. Le soir vient, l'obscurité aussi. Et à un moment donné, sa femme, qui est toute seule dans la maison, ne l'oublions pas, elle entend gratter et renifler derrière la porte de la cuisine. Alors, restement, qu'est-ce qui se passe là, bien sûr? Elle va dans la cuisine et par la fenêtre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une créature debout sur ses deux pattes et avec une tête qui lui donne une peur incroyable. Figure-toi que cette tête en question, c'est la tête d'un loup avec un museau, des crocs de loup, mais avec des yeux parfaitement humains. C'était des yeux d'homme, voilà, et qu'il a regardé à travers la fenêtre fixement. Alors, je te dis pas la trouille qu'elle a eue. Elle s'est précipitée déjà pour aller fermer la porte d'entrée à clé, ce qui ne l'était pas encore. Et après, elle était dans un état vraiment pas possible. Elle était au bord de défaillir. Et quelque temps après, elle a entendu la voix de son mari qui rentrait donc de sa visite et qui était avec son ami. Donc, ils étaient deux à vouloir entrer dans la maison. Donc, elle va le Mais rouvrir, la bien sûr. porte était fermée. Eh oui. Voilà. C'est pour ça, elle va trouver la force quand même d'aller lui rouvrir la porte. Mais après, elle s'évanouit, pour le coup. Alors, son évanouissement va pas durer quand même des heures et des heures. Elle revient à elle et elle explique sa mésaventure. Et son mari, aussi bien que son ami, se disent, bon, ben, si c'est quelque chose de si terrible, on va quand même veiller toute la nuit au cas où la créature reviendrait. Et effectivement, ils vont veiller. Et à un moment D'accord, donné, ils se sont pas dit, elle a forcé un peu sur la goutte, mais non, c'est non, 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 du non. tout, non, non, parce que c'était une dame bien sous tout rapport, très sobre, donc non, non. Et ça, ils l'ont cru vraiment sans le moindre doute. Et effectivement, la créature, elle refait une apparition à la fenêtre de la cuisine, figure-toi. Alors là, ils ont la trouille de leur vie aussi, parce que quand ils voient cette tête avec des yeux humains, hein, mais avec un museau et des crocs de loup, ils n'en reviennent pas. Et puis ils finissent quand même par se ressaisir. C'est des hommes, il faut bien quand même qu'ils montrent qu'ils sont là pour protéger la pauvre femme là. Et ils vont chercher des fusils. Donc chacun s'arme d'un fusil et ils sortent de la maison pour poursuivre la créature. Et la créature devine où est-ce qu'elle va aller. Elle Dans va la salle aller à manger, chercher le crâne qui est sur la cheminée. du tout, Ah, parce qu'ils sont sortis. N'oublie pas, ah on est oui, en dehors de la maison. vers le lac. Exactement, voilà. Et ils la poursuivent donc jusqu'au lac. Et là, ils voient la créature plonger dans le lac. Mais fait extraordinaire, à la surface du lac, pas un remous, pas une ride, rien. Comme si rien n'était tombé dans l'eau. Alors qu'ils ont vu de leurs yeux vus cette créature plonger dans le lac. D'accord. Donc un passage à travers l'eau. Alors, Hmm. on ne sait pas ce que c'était, mais enfin bon, c'est très très bizarre pour le moins. Toujours est-il que ça va tracasser le mari, donc le professeur, et il se dit, bon, si ça se trouve, cette créature venait effectivement récupérer le crâne qu'il avait trouvé. Euh, Et donc le lendemain, la première chose qu'il fait, il va au bord du lac et il jette dans le lac le crâne qu'il avait ramassé. Après, il n'entendit plus jamais parler de cette créature et elle ne fit plus aucune apparition. Donc il est probable effectivement qu'elle voulait récupérer le crâne en question. D'accord. Voilà l'histoire. Et donc cette histoire-là se passait dans quel pays? Au Pays de Galles. Au pays de Galles. Ok. Voilà, tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit en début de l'histoire, c'était aux alentours des années 1880.
Bien. On est dans la dernière partie du 19e siècle. Voilà. Mais tu sais qu'au Pays de Galles, tu aurais aussi pu raconter des histoires de ma famille, de mes cousins fantomatiques. Oui, ben, de toute façon, au Pays de Galles ou en Écosse surtout, hein, Exactement. Mais bon, hein, ça parce sera que pour une prochaine fois, cher ami. oui, voilà, on va garder ça pour l'année prochaine. Eh bien, écoute, merci pour ces deux histoires effrayantes. Et j'espère, les amis, que vous n'en ferez pas de cauchemars. Bah, moi, je trouve ce témoignage enfin, cette histoire de Pascal très intéressante, puisque justement, le prochain invité que je vais accueillir sur ma chaîne Horus, c'est Virgile Candel, qui a la chaîne YouTube Connexion Mystère, et donc enfin, qui fait intervenir sur sa chaîne des témoins qui ont aperçu des loups-garous récemment. Hein. On va pas parler de choses qui se sont passées il y a 200 ans. Hein. Là, c'est des témoignages récents voilà, de personnes qui ont aperçu cette étrange créature qui est toujours présente de nos jours. Alors, c'est toute la question. Est-ce que c'est un cryptozoologie, hein, un animal qu'on n'aurait pas encore catalogué et qui se cacherait bien? Mais moi, je doute de tout ça. J'en ai déjà parlé avec toi, Antoine, et je pense que c'est plutôt des interférences interdimensionnelles dans notre monde. Voilà. Mm, exactement, mais c'est comme toutes les histoires de Dogman, il y a beaucoup de choses à creuser sur ces histoires-là. Ok. Et sur ce, je vais vous laisser. Comme tu le disais, je me lève très tôt demain. Bah, les ghouls se lèvent tôt le matin, on le sait. Et ben oui, hein, voilà. J'ai plein de choses à faire cette nuit avant que le jour se lève, on va dire. Ciao, Magoul! Ciao. Voilà les amis, de retour, donc notre ghoul nous a abandonnés, notre petite sorcière est partie manger son gâteau d'anniversaire, en tout cas c'est pas le sien, mais celui qu'elle a fait. Nous allons revenir donc avec Filou le chicot d'acier, qui avait deux autres anecdotes à nous raconter. Ouais. Alors, ça se passe dans la nature, hein. Comme tu le sais, je suis spécialiste en herboristerie, donc du coup, bah, je cueille mes plantes bah, là où elles sont, c'est-à-dire dans la nature. Hein. C'est mieux quand même. Hein. Je vois pas autre part d'autre, hein. Peut-être sur la Lune, mais j'ai pas encore vu d'herbe et puis j'ai pas de fusée pour y aller. Donc du coup, la première petite anecdote, ça se passe sur un plateau où je cueillais quelques herbes il y a un chemin, il y a des herbes comme ça. Et au moment où je cueille mes plantes, il y a quelque chose qui passe dans l'herbe, mais transparent. C'est-à-dire, je vois l'herbe bouger devant moi. Ça fait comme ça. Mais en fait, je vois pas qu'est-ce que c'est parce que c'est invisible. Et ça fait quand même un bruit assez fort, assez impressionnant, parce que j'ai fait un bond. Tu peux pas imaginer comment, parce que tu vois pas le truc, mais tu vois que ça bouge. Tu te dis, c'est quoi ce truc-là? Et donc, du coup, c'est vrai que c'est passé devant moi assez rapide, assez vif et assez bruyant. Ça s'est fait en quelques secondes et d'un seul coup, ça a disparu. Donc ça, c'est ma première petite anecdote c'est celle qui m'a le plus marqué. Et je t'avoue que je ne suis pas resté dans l'endroit où je cueillais. J'ai vite pris ma panière de cueillage et je me suis taillé. Je n'ai pas demandé mon reste. À mon avis, c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Une enquête sur les nains de jardin est ouverte. Ah, je Ah pense que ben c'est lui. voilà, je l'ai retrouvé. Ah, t'étais Ben là. oui, c'était lui, c'est sûr. C'est le nain de Roméo et Juliette. C'est un inconnu? Celui-ci, oui. Et donc ta deuxième petite anecdote, Vas-y. Donc la deuxième anecdote, c'est j'ai fait, enfin je fais souvent des balades botaniques et en même temps bah, j'apprends les gens à la reconnaissance des plantes. On est allé sur un plateau, bon j'en ai fait plusieurs,
Et à un moment donné, bon, ben, je leur montrais les plantes et en même temps, on faisait la cueillette, etc. Donc, je faisais des démonstrations, comment faire des macérats, etc. Et à un moment donné, en fait, les arbres se sont mis à bouger tout seuls, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Les fougères au pied des arbres ne bougeaient absolument pas. Il n'y a rien qui bougeait, sauf les arbres. Je sais pas si tu arrives à imaginer. Donc, on s'est tous regardés, on a regardé ça. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et d'un seul coup, tous les arbres, d'un seul coup, d'un seul, comme un seul être, se sont mis à comme ça. Ça, c'est ma deuxième anecdote dans la forêt, alors qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Pas une brise, quoi, même pas un tout petit truc. En plus, c'était un air assez suffocant en plein été. Donc, ici dans l'Aude, souvent, on manque d'air dans certains endroits. Il manque de la brise quand il fait super chaud. Et là, c'était le cas. Il faisait excessivement chaud. Il n'y avait pas une brise de vent. On en voulait d'ailleurs, hein. Ça aurait été bien qu'il y en ait. Et là, les arbres se sont mis à bouger, quoi. C'était des sapins, des pins assez grands. Et tous d'un seul mouvement, comme ça, tous en même temps, hein. Et donc, imagine la forêt, c'est quand même un sacré morceau. Tous ont bougé. Ça a duré à peu près 10 secondes. Et ça s'est arrêté. Et plus rien. Mm. Ouais, on voit bien. Ça me fait penser, tu sais, dans des films où tu as soit des dinosaures, soit des géants, soit. Ou le film Troll, tiens, Ah qui oui, était sorti troll, sur ouais. Netflix l'année dernière. Où à un moment donné, ils traversent la forêt comme ça, et puis forcément, tu as les arbres qui bougent. Ça me fait penser à ça. Tu as peut-être croisé le chemin d'un troll interdimensionnel qui aurait fait bouger tes arbres, mais tu n'aurais rien senti ni sur le sol, ni en visu. D'accord, on n'a rien vu, hein. Il n'y a rien qui bougeait. Les fougères, les papillons, il n'y a rien qui bougeait, quoi, hein. Sauf les arbres. Ok. C'était assez intriguant, hein. On n'est pas resté, hein. Là, c'est pareil. Donc c'est un phénomène inexpliqué. Voilà, c'est inexpliqué, ouais. Mm, mm. Voilà mes petits phénomènes. Et- Bon, j'en ai pas beaucoup, mais au moins ceux-là, ils m'ont marqué et c'était bien que je les raconte. Merci Philippe. Tu sais quoi? On va passer à une image d'archive. Tiens, on va passer à une image d'archive de quelqu'un que nos amis connaissent bien et que d'ailleurs je reçois régulièrement des demandes quand est-ce que Sylvano revient, quand est-ce que Sylvano revient. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Je pense qu'il se consacre pleinement à son activité sur Telegram. Mais j'avais envie de ressortir cette archive. On était d'ailleurs tous ensemble là. Il y avait en plus Il y avait Dino, oh, oui, il y avait Dino, il y avait Aurore aussi qui il y était avait là. Willy. Ouais, tout à fait. donc voilà, c'était une belle émission et notre ami Silvano était déguisé en Men in Black justement pour pouvoir parler de cette légende des Men in Black qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu ufologique. Et bien écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on se refait une séquence nostalgie et on s'écoute Silvano. Il n'a pas changé, c'est normal, la vidéo est datée il y a 6 ans. Allez, Silvano. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter à Halloween sur Don Leon Trotta Brother? C'est vrai que ça ressemble à Don Leon, ça peut être un mafieux, exactement. Ça peut être un Blue Brothers, mais tu t'es gouré, mon petit Antoine. C'est un Men in Black qui te parle. Bah oui, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Je sais pas. Quelle idée. Hein. Quelle idée. C'est peut-être parce que j'ai pas mis mes lunettes. Attends. Ah, voilà. Et Ah bah oui, il manquait, là, c'était de les suite. lunettes d'Antoine. On me reconnaît mieux comme ça. Et là, oui, bien sûr, avec les lunettes, tout va bien, tout s'éclaircit. Mais pourquoi là, je mène une blague. Et donc, évidemment, pour faire bonne figure, tu nous as dit de nous déguiser. On obtempère, on se déguise. Et puis, ben, fidèle à mon habitude, eh ben, je vais pas rater cette occasion de me faire encore des amis, hein, mon Antoine. Donc, le sujet
choisi, c'est les Men in Black, qui sont nés presque en même temps que l'ufologie moderne tolléboulon dans les années 50. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les tolléboulons, c'est ceux qui pensent que l'ufologie est née en 1947 avec Kenneth Arnold et Roswell. La majorité d'entre eux pensent aussi que les Men in Black sont des agents gouvernementaux. Et ces agents gouvernementaux surveilleraient les personnes qui ont été en contact avec des phénomènes ufologiques. Ils ont été rendus célèbres en 1997 par le film Men in Black avec l'excellent Tommy Lee Jones. Ce film porte en lui toute la propagande des conspirationnistes de salon, qui pensent que la Terre est soudainement devenue le passage obligé de toute une flopée de races aliens, accentuée depuis par les ridicules séances d'hypnose qui peuplent Internet, et dont un gouvernement de l'ombre gérerait les allées et venues tout en profitant des différentes technologies aliens. Cela fait rêver et c'est surtout très, très, très vendeur. Plein de clics, 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 clics sur YouTube. La série X-Files l'a bien compris et reprend dans certains de ses épisodes les figures des Men in Black. Bien entendu, nous, les petits terriens, derniers de la classe, sommes comme d'habitude les plus beaux et les plus forts à mourir de rire. Si ces ufologues de salon prenaient la peine, comme je le dis souvent, d'étudier l'histoire, ils s'apercevraient de leur sottise. Et une fois de plus, la partie de l'histoire qu'il faut étudier est toute celle liée aux phénomènes dits paranormaux. Je ne sais combien de fois je l'ai répété dans cette même émission de mon ami Antoine Miasme. L'ufologue qui dédaigne le paranormal n'est pas digne de l'être. Je l'ai souvent dit ici, à de nombreuses reprises, et je lui conseille de changer vraiment de dénomination. Par contre, de nombreux scientifiques des siècles précédents n'avaient aucune honte à étudier ces phénomènes dits paranormaux. Et ils l'ont fait à grand renfort d'études et de documents fort bien notés sur ces phénomènes. Aujourd'hui, la sommité mondiale dans le domaine est M. Peter M. Wojciechowicz. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que c'est un nom apparemment d'origine polonaise. C'est Rojcewicz. Totalement, ou presque, inconnu en France, comme d'habitude. Il possède un site internet totalement dévoué au phénomène et a écrit plusieurs livres. Et que dit-il? Que la plupart des études existantes dans le domaine de l'ufologie n'ont pas réussi à apprécier pleinement l'interprétance complexe des ovnis avec de nombreuses anciennes traditions et croyances liées au diable. Alors là, je fais une petite parenthèse à ce que les anciens appelaient diable, parce qu'ils n'avaient pas d'autre nom pour le dire. Le diable est juste une invention de l'Église et qui peut apparaître sous toutes les formes qu'il désire, monstre, animal ou homme. Je rappelle que dans une précédente émission, j'ai fait un focus rien que sur l'année 1680, où j'avais montré que des pluies de grêlons de 20 cm avec différentes formes tombaient, que des voiliers avec plusieurs témoins au sol se entredéchiraient dans le ciel, que des armées se battaient dans le ciel avec les cris de bataille liés à les bruits de canons, les bruits de gens qui sont blessés, qui crient, les bruits de mort. Par exemple, en 1584, Reginald Scott a décrit ce qu'il appelait le diable comme laid, ayant la peau noire et possédant une forme monstrueuse. À noter que la religion nous a inculqué que noir égale mauvais, blanc égale immaculé, donc bon. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi le noir est mauvais et pourquoi le blanc est bon? Bon, ce sera peut-être à creuser dans une autre émission. La première représentation
de ce soi-disant diable en tant qu'homme a été rapporté par Charles Le Chauve en 1902 qui décrivait un manuscrit grec des 11e et 12e siècles. 11e et 12e siècle. Ce soi-disant diable apparaît humain et noir. La connexion ici avec les Men in Black, dont je fais partie, est évidente. Petit bémol, je suis très heureux d'avoir fait de nouveau un autre cravate parce que c'est plus à la mode et franchement, ça me manquait. Comme le Men in Black qui marche souvent, maladroitement, on ne parvient pas à comprendre ou à accomplir des tâches simples, comme nous l'a décrit notre ami Michel Rousseau dans son excellent film qu'il nous a adressé, le soi-disant diable de la tradition possède également un certain défaut. Colin de Plaincy, à qui le soi-disant diable parut fréquemment dans le premier quart du siècle, soutint que le diable recevait de l'homme la plupart de ses difformités, car Dieu, le soi-disant Dieu, avait décidé que tout ce que les hommes lui attribuent, il doit le conserver. Mais alors, comment ces Men in Black sont décrits par ceux qui l'ont vu? Les personnes qui ont eu affaire aux Men in Black sont en grande majorité des gens qui ont observé un ovni de plus ou moins près et qui ont été mêlés directement ou indirectement à ce type d'incident. Quand elles ont affaire à ces êtres élusifs, elles ont leur capacité de réaction annihilée, comme si leur cerveau était contrôlé au point de les empêcher d'agir comme elles le voudraient. Elles n'ont donc plus la liberté de leur décision. Ainsi, les Men in Black pénètrent dans les domiciles, contre la volonté de leurs occupants, qui subissent leur interrogatoire agressif, pénible, contraignant et désobligeant, sans avoir la possibilité d'émettre la moindre protestation. Par la suite, ces personnes ne parviennent pas à comprendre comment elles ont pu accepter cette situation sans réagir ni ordonner à ces malfaisants de quitter les lieux, ni même sans avoir eu la présence d'esprit d'appeler la police ou les gendarmes. Les Men in Black ont un aspect sinistre, habillés d'un costume noir neuf, comme sortant de chez le tailleur. Ils portent un chapeau mou, une cravate et des chaussures, je ne peux pas vous les montrer, généralement noires également et très souvent très brillantes. Ils font penser à des ordonnateurs de pompes funèbres ou encore à des pasteurs anglicans. Mais quand on les détaille de plus près, on peut s'apercevoir qu'ils n'appartiennent pas à ces corporations. Ils sont généralement de grande taille, comme moi, et possèdent des bras et des doigts anormalement longs. Les miens sont longs. La peau de leur visage est souvent très blanche, pas la mienne, comme si elle était exsangue. Mais il arrive aussi qu'elle soit hâlée. Leurs yeux sont parfois bridés ou protubérants, pas les miens. Ou encore cachés derrière des lunettes à verre fumé. Là oui. Ils ne sourient jamais, moi toujours. Et leur faciès ne traduit pas leur émotion, moi tout le temps. Si tant est qu'ils puissent en avoir. Leur démarche peut être raide, la mienne pas, vacillante, jamais, ou même sans à-coups, comme s'ils glissaient ou roulaient. Alors là, non, hein, moi, je glisse pas, je roule pas. Leurs gestes sont quelquefois mécaniques, jamais, et étranges, ça peut-être de temps en temps. Et ils réagissent de façon bizarre, comme s'ils étaient des êtres dénués de toute personnalité et individuelle. Ces êtres présentent souvent une anomalie physique. Je ne pense pas en avoir. Par exemple, on a vu un Men in Black manchot. J'ai vu deux mains, d'autres son cou, il est là. Les pieds tournés à 45 degrés, je peux vous rassurer qu'ils sont bien droits. Ou portant des chaussures à semelle épaisse de plus de 10 cm. Alors là, ça me fait vraiment beaucoup trop grand. Les Men in Black se déplacent généralement dans des voitures rutilantes noires. Ça peut être mon cas. Ou de couleur très foncée. D'un coup onéreux. Ça peut être mon cas. Et de modèle ancien. Alors là, pas du tout. Qui ne sont plus commercialisés. Aux États-Unis, un tel véhicule s'est même élevé dans les airs et a disparu brusquement, comme si on avait éteint une lumière devant les yeux
effarés du témoin. D'autres Men in Black se sont évanouis en un clin d'œil, comme s'ils étaient devenus subitement invisibles ou s'étaient dématérialisés. En général, les Men in Black exigent des témoins qu'ils taisent leur observation avant même qu'ils en aient fait part à qui que ce soit. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que le type, il raconte rien à personne, il se le garde pour lui, et tout d'un coup, il y a toc-toc à la porte, et il y a des Men in Black qui arrivent, 1, 2, 3, 4 max, hein, qui lui disent, toi, ce que tu as vu, tu te dis à personne. Putain, lui, il a envie de dire, mais attends, je l'ai jamais dit à personne, quoi. Comment c'est possible que vous soyez là, quoi? Ils font pression sur les enquêteurs pour qu'ils cessent leurs recherches, voire qu'ils détruisent les documents en leur possession. Si des photos ont été prises ou si des débris ont été ramassés sur un site d'atterrissage, ils réclament ces objets à ceux qui les ont trouvés, même s'ils ne sont plus en leur possession. Tout cela est assorti de menaces plus ou moins voilées, qui apparemment ne sont pratiquement jamais mises à exécution si le témoin ne s'est pas exécuté. Du moins, on ne connaît pas de cas formellement établi ayant débouché sur la mort brutale d'un témoin qui n'aurait pas obéi à leur injonction. D'ailleurs, la plupart des rapports collectés indiquent que les témoins n'ont pas tenu compte des avertissements et n'ont pas eu à s'en plaindre par la suite. Les interventions des Men in Black paraissent ridicules, aberrantes, voire même comiques. Je vous conseille à ce titre le film de notre excellent ami Michel Rousseau, Les Gardiens de la Matrice. Les témoins rapportent aussi souvent une odeur de soufre. Tiens, comme dans les soi-disant abductions, on sait que c'est vrai, mais cette odeur est aussi presque tout le temps présente dans les phénomènes de poltergeist depuis la nuit des temps. Il serait temps de faire le lien entre paranormal, démoniologie et ufologie. Réveillez-vous, les gars. On en trouve beaucoup dans les procès, justement, en sorcellerie de l'Inquisition. Mais des cas simples aussi. Par exemple, le cas du soldat Poupard en 1596, qui avait été enlevé par un homme en noir, bien évidemment pris à l'époque pour le diable par les témoins. Il y avait des témoins qui avaient vu cet enlèvement. Et là aussi, comportement complètement aberrant de l'entité qui reprochait au soldat juste d'avoir volé une image à une femme et sommé de la lui rendre, ce qu'il fit le lendemain. Et à sa grande surprise, il retrouva à côté de cette femme cette entité noire qui le fixait méchamment. Un autre chercheur américain qui s'appelle Nick Redfern va démontrer dans les livres qu'il a publiés que les Men in Black ont toujours été des créatures prédatrices employant la peur et créant le chaos, la paranoïa. Aux États-Unis, il est arrivé que les Men in Black aient montré des cartes d'agents fédéraux ou de la National Security Agency, la fameuse NSA, pendant que d'autres se sont présentés en uniforme de l'armée de l'air. Pourtant, des enquêtes officielles ordonnées par les militaires ont montré qu'ils n'appartenaient pas à ces organismes d'État. Et encore une fois, mon cher Antoine, comme d'habitude, avec toutes les publications que je te fais, une entité supérieure se fout de notre gueule depuis la nuit des temps. Bah, pour conclure cette émission, les amis, il nous reste encore une invitée de marque, une petite sorcière, que l'on a redécouvert la semaine dernière dans une histoire qui était déjà un petit peu effrayante. Hein. C'est cette histoire des sœurs Pollock. Ce soir, pour Halloween, Amel, qu'as-tu choisi de nous raconter? Eh bien, écoute, je vais vous partager une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Je vais suivre ce que Jérôme a raconté tout à l'heure. Et au départ, quand il commençait à raconter, à narrer en parlant de Amityville, je me suis dit, ah, il va parler de la même histoire que moi. Ah ben là, on sera bien. C'était pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Je vais vous parler des 13 années d'horreur de la famille Smurl. Désolée si j'écorche le nom. C'est une histoire qui a fait la une des journaux américains.
même si elle reste un peu moins importante que l'histoire de la maison d'Amityville. La famille Smurl est une famille ordinaire issue de la classe moyenne, composée de Jack, technicien en neuropsychiatrie, de Janet Smurl, femme au foyer, ainsi que de leurs 2 enfants, Dawn et Heather. En 1972, à cause de l'ouragan Agnès, qui a ravagé la moitié de la Pennsylvanie du Nord, la famille Smurl perd sa demeure. Et ils sont forcés de quitter le quartier où ils vivaient, à savoir Wingsboro. Les parents de Jack vont alors acheter une bâtisse qui va leur coûter à peu près 18 000 $ dans un quartier calme, mais toujours en Pennsylvanie. La maison, construite en 1896, est assez grande pour que les générations puissent y vivre, c'est-à-dire les parents de Jack et sa propre famille. Donc, les grands-parents ont pris le côté droit et Jack et sa petite famille ont pris le côté gauche. Tout le monde se retrouve là-dedans. Ils décident de refaire la bâtisse, hein, donc travaux de rénovation. Ils refont tous ces travaux, ça leur prend une année. Au bout d'une année, la maison, elle est chaleureuse, elle est bienveillante, elle est accueillante. Et toutes leurs petites économies y passent. La plomberie va être refaite parce que complètement désuète, mais pourtant, cette plomberie va devenir source de nombreux cauchemars. La première année dans la maison du 330 Chase Street a été merveilleuse. Mais pour une raison qu'on ne s'explique pas, en janvier 1974, tout bascule. En ce janvier 1974, les choses étranges, inexpliquées commencent à apparaître. Janet va raconter qu'elle va trouver une tache étrange sur la moquette, tu vois. Elle va demander aux enfants qui c'est qui a fait ça. Les 2 petites filles disent non, c'est pas nous. Elle nettoie. Le lendemain, la tache réapparaît au même endroit, de la même taille, de la même forme. Et ça continue sur quelques jours. Janet se demande ce qui se passe, mais elle ne comprend pas, elle n'a pas d'éléments de compréhension. Les petits phénomènes étranges vont apparaître, tu vois, mais chacune va bien sûr trouver une raison rationnelle. La télé va s'allumer sans raison, alors que il n'y a pas de raison, il n'y a pas de faux contact. Ils arrivent à débrancher la télé et la télé s'allume alors qu'il y a 0 contact électrique, tu vois. Et puis, c'est pas les télés de maintenant, on parle de 1974, donc aucune raison dans les années 70 qu'une télé s'allume alors qu'elle n'est pas reliée électriquement. La plomberie qui est neuve, bah, elle va avoir des fuites étranges. Alors, au départ, ils vont accuser le ballon d'eau chaude parce qu'il est neuf. Et pareil, ça va continuer. Alors, au départ, ça va être la télé, puis des bruits, etc. Et la famille veut quand même rester hyper rationnelle, donc elle trouve toujours une raison pour justifier. Sur la baignoire, tu vas avoir des griffures qui vont apparaître, une baignoire neuve. Il y aura des griffures d'animaux. Sur les murs, les boiseries, pareil, des griffures, encore et encore. En 1975, une des filles Smurl va dire qu'elle voit des personnes flotter dans sa chambre chaque soir. Chaque nuit, la famille entend des pas. Le rocking chair se met à bouger, à grincer, comme s'il y avait quelqu'un d'assis dessus. Et Jack, même s'il est très sceptique, commence à avoir du mal à rester rationnel en face des phénomènes qui se succèdent, qui s'accélèrent et qui empirent au fur et à mesure. En 77, alors faites exprès ou pas, j'en sais rien. En tout cas, le couple a des jumelles. Bon, rien à voir avec nos jumelles Pollock, hein. Les jumelles Shannon et Karine, elles vont naître dans la maison. Et à cet instant-là, pour une raison qu'on ne s'explique absolument pas, les choses vont encore s'accélérer. Les phénomènes vont devenir de plus en plus étranges. Les odeurs nauséabondes vont se faire sentir. La chasse d'eau va se mettre en route toute seule. La petite va se retrouver tirée du lit, tu vois, physiquement. Elle va sentir une main glacée. Les uns et les autres, chacun des habitants, va sentir une présence. Et bien sûr, tu te doutes bien que à force, les voisins vont même entendre des bruits, alors que la famille n'est pas là. La famille est en vacances et la maison, les lumières s'allument, on voit des ombres, mais il n'y a rien. La police arrive, quand ils rentrent, il n'y a rien. Et cette maison énigmatique, hein, ça va être assez violent pour la famille émotionnellement, qui va se sentir persécutée par tous ces phénomènes étranges et qui va se demander, mais comment est-ce qu'on va faire? Il faut savoir qu'un soir, le lustre est tombé à quelques centimètres de la tête de la petite fille qui a failli mourir, alors âgée de 13 ans.
tu vois. En 85, Janet, qui est seule à la maison, occupée au sous-sol, elle fait sa lessive et elle entend clairement quelqu'un l'appeler à l'étage et il n'y a absolument personne. 2 jours plus tard, elle voit une forme noire en face d'elle. Elle est pétrie de peur, tu vois. Elle se demande ce qui se passe. Aussitôt, la forme noire, l'ombre, passe devant elle, traverse le mur et se retrouve du côté des grands-parents, qui eux-mêmes assistent à la même chose de l'autre côté. Là, en fait, cette famille va tellement être persécutée qu'elle va demander à des célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, qui étaient connus à cette époque-là. Je ne sais pas si tu connais ce nom, les Warren, de venir investiguer et de voir ce qu'il en était. Et ces chercheurs du paranormal, hein, on va les appeler comme ça, qui sont apparemment des spécialistes du paranormal, hein, ont affirmé que la maison des Smurls était hantée par un démon puissant et qu'en dépit de toute pratique d'exorcisme qui a pu être fait, nul ne pouvait faire partir ce démon. Alors, ça a tellement été anxiogène que la famille a finalement déménagé. Et quand la famille a déménagé en 1989, les phénomènes se sont arrêtés. Et cette histoire de la famille Smurl a tellement fasciné les États-Unis que des films en ont été tirés, inspirés. Donc, voilà. Je ne pourrais pas t'en dire plus, je n'en sais pas plus, je ne sais pas pourquoi depuis 1989, plus aucun phénomène n'est apparu. Je ne sais pas si c'était une relation d'une ancienne vie, on va dire, hein, pour ceux qui peuvent réfléchir aux réincarnations aussi, tu sais. Est-ce que pourquoi cette famille a réveillé ce démon? Pourquoi ce démon s'en prend à cette famille? Pourquoi avant eux rien et après eux rien? Ça, je ne sais pas. Alors certains disent que la famille Smurl a menti, certains disent beaucoup de choses, donc chacun et chacune, à votre avis, à votre ressenti. Voilà ma petite histoire dans la dynamique Amityville. C'est ça. Est-ce que ça s'est passé avant Amityville ou après Amityville? Amityville, je crois que c'était dans les années 60. Alors c'est après. Tout ce dont je peux vous parler, c'est les 13 années d'horreur de la famille Smurl en Pennsylvanie. Pardon. En pleine Sylvanie. Pennsylvanie. Je n'arrive pas à le dire. Enfin, tu as compris le mot. Pennsylvania, c'est là où j'ai mon château, Pennsylvania, très hein? cher. C'est là où j'ai mon château. Ah, bah écoute, oui, c'est toi Dracula. Et là, tu t'es transformé en curé? T'as Non, pas changé du de tout. look? Non, j'ai mis mon habit de soirée, car maintenant, ça va être mon grand moment, Ah, tu mon t'es moment de habillé en gloire. maître de cérémonie. Exactement. Ah, revoilà notre amie Natacha. Qui- Natacha, formidable. Eh bien, gentille sorcière, gentil damoiseau, gentil monstre, comme dirait Higelin ce soir, la nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisit une sainte frousse, génie sans frotter. Je ne sais plus la suite. Crois voir le diable à cette trousse. Tu veux qu'on arrive à faire peur à des personnes, t'arrêtes pas de nous faire rire, toi. Mais oui, je suis désolé. Mais si vous saviez. C'est le Halloween burlesque, tu sais. Ah, tu crois pas si bien dire, ma chère Amel. Car si vous saviez la vie, cette vie d'artiste que j'aurais aimé avoir et que j'ai manqué, notre ami Gould aurait été là, il aurait pu en attester. Je chantonne, je claironne à la chantonnette. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est matin, midi et soir. Et c'est- que voulez-vous, voilà, c'est raté pour moi, c'est raté. J'ai essayé, j'ai essayé, et Une serpillère, merde. ouais, Tu m'as ça, petit mouchoir? ça s'est mal passé. Quand vous allez comprendre, je crois que le mieux, ce serait que je vous passe ce petit clip dont je suis pas peu fier. Non, pas fier du tout. Quoi, allez, on m'écoute. Non, ne m'écoutez pas. Allez.
d'un étranger qui m'a doublé quand il pleuvait. Moi, comme un fou, j'ai couru et depuis, il a tout le temps plu. C'est le crâne d'un oiseau que j'avais ouvert en passant pour voir si dedans c'était beau et lui piquer un peu de sang. Car à l'aide d'une paille, je te ferai une entaille, et en pleine fontanelle, j'aspirerai un peu de ton ciel. C'est le souffle d'une éponge de la maladie qui me ronge. Il paraît que c'est fréquent quand d'un oiseau on a sucé le sang. Ce serait comme une aiguille qui plantée dans ma pupille ferait couler sur ta joue des larmes de rosée debout. La, 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 la. Padam, pam. Ouais, je sais. Alors, je suis dubitative. Soit je Tu suis fan, m'étonnes. soit je m'en fous. Voilà. Bravo! Bravo, faut oser, hein, franchement. Ils m'ont rattrapé. Respect. Ils m'ont rattrapé. Ouais, j'ai réussi quand même à m'échapper hein, de. Et c'est l'oiseau, il a picoré mon visage. Voilà. Je Je ne suis pas le comprends. comte Dracula. Mais non, T'as créé les paroles? non, pas du tout. Ah, Non. C'est mon feu ami Castellémis ah qui avait oui. écrit ce morceau. Je sais pas encore une fois si j'assume. Je ne pouvais la passer que ce soir d'Halloween parce que c'est tellement horrible que c'est dans l'ambiance de notre fête soirée d'Halloween, les amis. Hein? Ah Voilà. ben Mhm. oui, Ça va je en ferai. faire des mèmes après. Hein. Alors, on va pouvoir Ouais. se foutre de ma gueule après. Il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est clair. Alors Comment Ah, là, ça, mais c'est là, clair? on mon ne fait ami, pas. je pense que Natacha sera d'accord avec moi, hein. Je crois que ça, c'est le top one de top one de ton bêtisier. Ouais. Ah Ah, oui, d'habitude, j'en suis sa victime, mais là, il se grille tout seul. bah oui, je voulais me faire pardonner, c'est pour ça. Tu es Sinon, Ah, j'allais c'est porter bien, pardonné. c'est bien. un t-shirt, voilà. Bon, Ah, le t-shirt, tu auras le droit. Mais ah, j'aurai le là, droit quand même. Ça ouais, compense ouais, pas ça. je vais réviser. Je vais voir. Là, il rééquilibre la balance, c'est bien. C'est quand même très bizarre ton truc. Hein. Oui, je suis je ne ferai Ça aucun ressemble à commentaire. vice-versa des Ah, ça inconnus. ressemble? Vice-versa. Ma réalité. Là. Et n'empêche, hein, ça faisait penser vraiment à une année. Ouh, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, on a passé une très très belle soirée tous ensemble. On Mhm. remercie tous ceux qui ont pu venir et puis on embrasse tous ceux qui ont malheureusement pas pu venir. J'espère, les amis, que ben, vous allez passer une très belle soirée d'Halloween vous aussi. N'abusez pas trop des bonbons, c'est pas bon pour les dents. Et puis, Bien. vous avez qu'à voir Philippe, hein, voilà. Et Et voilà. Ah ouais. Un petit défaut de C'est dentiste bien chez dit. toi, Philippe. Un petit bisou. Ah là. non, Non, ça ira. Bon, puis Amel, nous Avec on la se... langue. Oh non, Avec non, la non, langue. non, Philippe, vu l'état de tes dents, on va tous devenir hindouistes. Namasté, tu vois, c'est bien. Très loin, très loin. voilà, mais nous on va se retrouver dans 2 semaines, je crois, Amel, pour reparler de Crâne de cristal. Tout à fait. Voilà.
Et puis, Natacha, la semaine prochaine, Mimi numéro 11. Mimi numéro 11. Ah, déjà. Eh oui, eh oui. Ah, ça passe vite. Bravo. Ouais, je vais prendre mon balai. Voilà, je remonte à mon balai parce que l'autre étant en panne, parce que je l'ai trop utilisé, bah, j'ai pris celui-là, balai de remplacement. Et je viendrai pour le Mimi numéro 11. Ok, Je... balayé dans les studios. Très bien, c'est noté. J'en avais besoin. Il y a du ketchup partout. Ah oui, je crois que je vais avoir du boulot. Pas possible. D'abord, tu vas nettoyer tout ce que tu as fait, tu as sucé le sang, le crâne et tout. Et puis après, tu seras présentable. C'est ça. Allez, bisous à tous. À ciao, ciao. À très Oh, bientôt. bisous. Bye bye. Bisous. Le bel Atlantis, c'est ton vaisseau. Doudou, doudou. Le pavillon noir est son drapeau. Doudou, doudou. Bebop, Nausicaa sont avec toi. Bon, tu m'as fait souffler, vous. Albator. Eh oui, bon, pas mal. On est pas mal en Albator. Bon, surtout toi. Moi, j'ai vraiment improvisé. Allez, 3, Euh... 2, allez. Vous m'entendez ou pas? On t'entend, mais on ne te voit pas. Comment ça, Vous voulez me voir? Bah oui. Bon, on va commencer sans Valerio alors. Hein. Antoine. Antoine. Ah oui, ça c'est. On voit du rouge? Hein, on voit du rouge. Ah mais Philippe, sérieux. Ah, pas mal. C'est la force. Bah alors qui es-tu? Mes enfants. Ah, c'est le chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge. Qui fait le Bon, grand mais- méchant ce soir? Ouais, j'étais pas loin, Chantal Goya, elle était pas loin. T'étais pas loin. Et finalement, t'étais pas loin. Hop. Je vais mettre mes lunettes. Parce que c'est bien beau de faire le vampire sans lunettes. Le vampire à Thomas. Ça me rappelle Albator, ça. C'est ça. Sachant que je vous précise, hein, moi je regarde pas de films d'horreur, hein, d'accord? Alors moi, j'appelle pas ça des films d'horreur, j'appelle ça des films d'erreur. Toi et ton sens des mots. Bah écoute, oui, bah, film d'horreur, mais moi en tout cas, Amityville, je ne l'ai pas regardé, donc je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur le sujet. Allez, on partage. Ouh, c'était de la drama, ça. Hein. Ah oui, regarde. T'as vu l'évanescence là? Ah, Je me voyais déjà. en haut de l'affiche. Nous, on va faire après les Claudettes, les Antoinettes, tu sais. Je ne savais pas ce que j'allais mettre dans mon bêtisier. Ouais. Antoine et les Antoinettes. En haut de l'affiche. Il faut bien qu'il y en ait, Claude et Claudette, Antoine et Antoinette, ça peut le faire. Ah, t'as des, alors, toi, t'as des Là, chicots. regarde. Hein? Mais On va t'as se vu garder. les chicots là? Il est là. Allez, les Antoinettes, on est franchement, il y a mieux quand On même. est classe, attends. Il y en a une qui est un peu. Ah, j'ai chaud là-dessous, putain. Allez, Bon, l'Antoinette. lui, t'es disqualifié. Va t'aiguiser en sortir magnifique.
Soulève son visage. Ah là, pourquoi j'aime pas les films d'horreur, t'as vu? T'as vu ce qu'on voit en vrai? Bon, Antoine, pardon, on s'est Oui, non, non, lâché. mais Montre-nous ton clip, Antoine. On est prêt. vous êtes Regarde, moi, prête? j'ai l'araignée qui bouge. Ouais, je pense que vous n'êtes pas prête du tout hein, de voir ce que vous allez voir. Voilà, et bien écoute, on met fin à tous. On arrête les enregistrements. Natacha. Oh, Ah, Ah, mais mince, t'as J'ai plus de des petits cheveux? cheveux. il a plus de ouais, cheveux, ben je non. me suis T'en as rasé. fait, t'en as fait quoi? T'en as fait quoi? T'en as fait quoi?